La présentation, je ne sais pas, elle est peut-être un peu formelle. Si c'est trop formel, vous me le direz. Enfin, il n'y a aucun souci dans les temps de questions, même au cours même de la présentation, d'aller sur des aspects un peu plus concrets, enfin, au niveau des mises en œuvre, puisque là, actuellement, c'est vrai que ce qui inquiète quand même beaucoup les profs, les enseignants, c'est ces programmes, est-ce qu'on les a bien. Donc, dans un premier temps, quand même, resituer quelques-uns des termes essentiels qu'on peut trouver dans les programmes. Et puis à partir de là, effectivement, plus parler de la mise en œuvre, mais avec aussi un temps d'échange après avoir présenté quelques points clés, si ça vous intéresse. Mais j'irai assez vite là-dessus. Je sais que souvent, quand même, les enseignants sont demandeurs quand même du point de vue de l'inspection générale. Alors, c'est un point de vue comme les autres. Chacun peut s'approprier les programmes aussi selon différentes manières. Mais bon, si on peut aussi se dire que tiens, on peut demander l'avis de l'inspection générale pour peut-être, je sais pas, se rassurer ou pour trouver un autre point de vue. Alors les points clés des programmes 2015. Le point clé numéro 1, c'est déjà ce socle commun, le socle commun de 2016, qui est quand même pas tout à fait de même teneur et de même nature que celui de 2006. C'est un socle commun quand même dont on peut dire qu'il est supradisciplinaire, alors que le socle quand même 2006, si vous vous en souvenez, on retrouvait bien dans les piliers, surtout dans les 5 premiers piliers, des disciplines derrière. Donc là, le socle 2015, c'est vraiment le programme des programmes et c'est vraiment le projet de formation qui est affiché pour l'élève et qui est affiché pour l'élève tout au long de sa scolarité obligatoire. Ce qui veut dire que ce programme des programmes, on doit le retrouver dans les programmes disciplinaires et on en verra aussi. On verra bien que la marque aussi que le programme 2015 EPS porte la trace aussi de ce socle, notamment au niveau des compétences générales qui dérivent directement des domaines du socle. Et puis la nouveauté aussi, c'est que l'évaluation du socle, elle passe par l'évaluation de la maîtrise des contenus disciplinaires. Où avant, on avait d'un côté l'évaluation des disciplines dans le BNB et puis le socle qui était évalué d'une autre manière. Là, c'est assez clair dans les textes, c'est que l'évaluation du socle doit se faire par l'évaluation des programmes disciplinaires. Donc ça, c'est vrai que ça change quand même un peu la donne. Alors l'architecture des programmes 2015, elle a évolué par rapport au programme 2008, puisque si vous avez regardé les programmes, je pense que quand même vous l'avez tous fait, pour chaque cycle, un cycle étant 3 années, on a redécoupé aussi la manière dont la scolarité des élèves s'organisait. Pour chaque cycle, vous avez un volet 1 qui présente un peu les enjeux généraux du cycle, au regard des caractéristiques des élèves. Un volet 2 qui présente la manière dont les disciplines alimentent, contribuent aux 5 domaines du socle. Et un volet 3 qui présente le programme disciplinaire avec normalement une structure commune. Je dis bien normalement parce qu'au début, le cahier des charges prévoyait vraiment une terminologie commune et un cadre commun pour toutes les disciplines. Et puis au fur et à mesure de la rédaction, effectivement, il y a des disciplines qui sont... Voilà, il y avait soi-disant à chaque fois des spécificités disciplinaires qui faisaient que non, ce terme-là, on ne pouvait pas le reprendre, mais normalement, il y avait aussi un vocabulaire compétent général, attendu de fin de cycle, tout ça, c'était un vocabulaire qui devait présider, je veux dire, à l'agencement de tous les programmes disciplinaires. Donc un programme qui n'est pas que le volet 3. Quand on regarde le programme, on ne regarde pas que le volet 3. Le programme, c'est le volet 3, le volet 2 et le volet 1. Alors après, soit on descend et on remonte, soit c'est un truc descendant, mais en tout cas, on ne peut pas comprendre les programmes EPS si on ne lit que le volet 3. Et puis aussi, autre nouveauté qui va peser quand même assez lourdement dans l'activité des enseignants de collège, c'est ce cycle 3 qui est à cheval entre l'école et le collège et qui va demander aussi des nouveaux modes de coordination ou de collaboration entre les équipes de collège et les équipes des écoles. Dans ces programmes aussi, ce qu'on trouve, c'est des nouveautés, je mets entre guillemets, terminologiques, des nouveautés qui concernent toutes les disciplines. Il fallait aussi, comme il y avait un enjeu au programme des programmes, que les disciplines dialoguent ensemble. La première condition pour pouvoir dialoguer ensemble, c'est déjà d'avoir au moins une terminologie à peu près commune. Donc effectivement, il y a des termes qui ont été imposés. Je rappelle, les programmes ont été faits par le CSP, le Conseil supérieur des programmes. Ça n'a pas été fait par l'IG. Comme souvent c'est dit, c'est bien le CSP. Et c'est vrai que le CSP avait quand même ce souci
d'avoir une trame commune pour tous les programmes disciplinaires. Donc, au niveau de l'EPS, ce qu'on observe déjà comme changement, comme nouveauté par rapport à 2008, le terme « vivre ensemble » qui apparaît dans la finalité en tant que tel. 5 compétences générales EPS, c'est un nouveau terme, c'est vrai que là on parle de compétences générales en EPS, mais les autres programmes aussi parlent de compétences générales. Et en fait, ces compétences générales, quand on les regarde, quand on les lit de manière assez attentive, on voit bien que ces compétences générales en EPS, c'est une transposition des domaines du socle. Il s'agit de spécifier quelle est la contribution de l'EPS au socle et la contribution spécifique de l'EPS, ce que ne peuvent pas, là où nous vont difficilement les autres disciplines. Ensuite, 4 champs d'apprentissage, pareil, c'est un nouveau terme. Quand on regarde ce qu'il y a derrière ces champs d'apprentissage, on se dit tiens, c'est la même formulation, une formulation à peu près similaire à celle des compétences propres. Alors est-ce que c'est pareil? Alors, c'est dans les programmes, c'est pas explicité, il n'y a pas une définition claire de cette notion de champ d'apprentissage. Et du coup, on est toujours pris un peu dans la même incertitude. Est-ce que c'est des modes d'ordonnancement des APSA ou est-ce que c'est plutôt des expériences à vivre pour les élèves? Toujours ça se tiraille entre ces deux conceptions de la notion de compétences propres et qu'on retrouve dans la notion de champ d'apprentissage. Et c'est vrai que ce terme, on ne peut le comprendre que si on le replace dans l'histoire, on va dire, des débats récents en EPS. Et le replacer par rapport à d'autres termes qui ont jalonné un peu ces débats sur l'EPS au cours des 20 dernières années. La notion de domaine d'action, c'était Michel Volonda qui avait introduit ce terme, c'était dans les années 90. La notion de compétences culturelles qu'on retrouve dans les textes lycée de 2001. La notion de type d'expérience corporelle qui était dans les programmes collège EPS 2005. En fait, c'est des programmes qui sont sortis, qui ont tout de suite été enlevés, ils n'ont pas vu le jour, ces programmes. Et puis la notion de compétences propres à l'EPS dans les programmes 2008. Et si on replace un peu quand même ce concept dans cette dynamique, nous, en tant l'IGEPS, on a compris ce terme comme étant des contextes d'activité dans lesquels les compétences générales EPS sont travaillées en relation avec des expériences à vivre en EPS. Donc on est vraiment clairement sur des champs d'apprentissage comme type d'expérience à vivre pour les élèves et pas comme des manières d'ordonner les absents. Donc ça, c'est un choix et on l'affirme. Après, rien ne le dit dans le programme. Ce n'est pas défini ce terme. Et c'est vrai que dans les documents ressources, on en parlera un petit peu de ces documents ressources qui sont disponibles sur EduSchool, parce que c'est vrai qu'a priori, on a eu des retours comme quoi c'était un peu une usine à gaz, c'était difficile de s'y repérer, c'était trop dense, trop de choses. Donc, en parler un peu, parce que c'est certainement vrai, mais peut-être qu'effectivement, quand il y a le mode d'emploi avant, ça va mieux. Et c'est vrai que dans les documents ressources que vous trouvez, dans les documents de présentation, c'est 5 tableaux comme ça, où pour chacune des compétences générales, on a essayé, alors les documents ressources ont été faits par des profs, enfin coordonnés dans des académies avec des IFR, mais c'est des profs qui ont travaillé. Des profs qui étaient un peu au jus, un peu vraiment dynamique, investis, mais c'est une production d'enseignants. Et dans un premier temps, il nous avait semblé quand même essentiel, il y a 4 champs d'apprentissage. Donc ces 4 champs d'apprentissage, on doit pouvoir les positionner les uns à côté des autres. Sinon, si c'est 4 fois le même champ d'apprentissage, pourquoi il y en a 4? Donc normalement, ces champs d'apprentissage ne doivent pas être colorés de la même manière, enfin les compétences générales ne doivent pas s'exprimer de la même manière selon les champs d'apprentissage. Je suis claire ou pas? Si je prends par exemple le premier domaine, des langages pour penser et communiquer, qui correspond à la compétence générale EPS, développer sa motricité et apprendre à s'exprimer avec son corps, on voit que cette compétence générale, selon les champs d'apprentissage, elle n'a pas tout à fait la même teneur. Si je suis dans le premier champ, c'est plutôt en termes de développement des ressources physiologiques pour performer. Si on est dans le CA2, c'est plutôt la construction d'une motricité adaptée à l'incertitude du milieu. Dans le CA3, c'est plutôt un enrichissement des répertoires, enfin des formes corporelles. CA4, c'est plutôt des techniques et des tactiques au service d'un rapport de force. Donc on voit bien effectivement que la motricité, elle n'est pas de même forme selon les champs d'apprentissage.
Donc on a fait ce travail pour les 5 compétences générales, donc ça c'est disponible sur le site EduSCOL. Et on voit bien aussi dans la dernière compétence générale, qui est sur l'appropriation d'une culture physique et sportive, que les expériences qui sont vécues dans ces 4 champs d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Sur le CA1, enfin si je vais les résumer de suite, pour le CA1, c'est plutôt le dépassement, l'épreuve. Aller au bout de soi-même, hein, c'est aller au bout de ses limites dans des épreuves chronométrées ou mesurées. Le CA2, c'est plutôt de l'ordre de l'aventure, de l'exploration, dans des environnements qui sont inhabituels, donc perçus comme dangereux. Enfin, je ne les connais pas, ces environnements, donc effectivement, source d'incertitude, source de danger. Le CA3, on est plutôt sur la rencontre et le partage. Je communique, enfin, éprouver des émotions, communiquer des émotions. Le CA4, c'est plutôt l'affrontement, le défi, les émotions liées à la certitude du résultat dans des rapports de force, des situations d'opposition équilibrées. Donc, pour repositionner ces champs d'apprentissage les uns par rapport aux autres, donc vraiment plutôt comme quels sont les types d'expériences, dont on pourrait dire qu'elles sont culturelles, hein, il n'y a pas de souci, on a le droit de dire culturelles, les types d'expériences qui sont véhiculées par les pratiques sportives et les pratiques physiques qu'il s'agit de faire vivre aux élèves. Ensuite, autre nouveauté terminologique, c'est la notion d'attendu de fin de cycle. On voit bien, maintenant ce ne sont plus des programmes annuels, ce sont des programmes de cycle, et ces programmes doivent permettre aux élèves d'atteindre des attendus au bout des 3 ans, sur un emploi temporel plus important. Et en fait, ces attendus, et ceci pour toutes les disciplines, sauf l'histoire, qui a voulu garder un programme annuel, mais la notion d'attendu de fin de cycle, vous la trouvez dans toutes les disciplines. Donc le principe, ces attendus de fin de cycle, ils délimitent les acquisitions qui sont visées à la fin du cycle, et dans le cas de l'EPS, par champ d'apprentissage. Pour chacun des champs d'apprentissage, vous avez des attendus de fin de cycle, qui disent, ben voilà, ce qui est demandé aux élèves, ça va tourner autour de ça. Ces attendus de fin de cycle, ils précisent aussi les compétences générales EPS en relation avec un contexte spécifique d'expression, ces fameux champs d'apprentissage. Mais c'est une spécification, on va dire, des compétences générales. Et puis ces attendus de fin de cycle, on voit bien la manière dont ils sont formulés, ils articulent différentes compétences générales. Donc vous voyez, enfin si je... ici, ça, vous voyez la petite flèche ou pas quand je fais ça, non, vous voyez pas. Bon, en fait, ça c'est la structure que vous retrouvez tout le temps. Et puis, autre terme, autre nouveau terme, les compétences visées pendant le cycle. Merci. Ça va aller mieux pour expliquer les programmes, c'est plus facile. Donc, les compétences visées pour le cycle 4, et quand vous êtes sur le cycle 3, ça, pour ceux qui ont lu avec attention les programmes, ça ne vous a pas échappé, on appelle ça des compétences travaillées. Et c'est vrai que comme nous tous, hein, nous quand on a vu les programmes sortir, on les a lus, on les a relus, on les a démontés, remontés pour bien s'y approprier. Et ce terme-là, on coinçait un peu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces compétences visées? Est-ce que c'est ça qui doit organiser les programmes ou pas? Et en fait, quand on lit un peu ce qu'il y a derrière ces compétences visées, quand on regarde aussi comment sont faits les autres programmes, dans les autres programmes ici, vous avez connaissances et compétences associées. Nous, on les a plutôt envisagés comme étant des exemples, des repères pour atteindre ces fameux attendus de fin de cycle, qui balisent un peu l'avancée des élèves vers les attendus de fin de cycle. Mais on pensait, enfin, plutôt des exemples, mais c'est pas ça. Enfin, pour nous, c'est pas ça les compétences à viser, quoi. C'est ça qui structure qui doit structurer quand même les contenus qu'on va proposer aux élèves. Donc voilà, ce qui disparaît des programmes 2008. La notion de compétences méthodologiques et sociales, le terme n'existe plus. Par contre, l'esprit se retrouve dans les compétences générales. Vous voyez bien quand même que la compétence 2 sur les méthodes et outils, compétence 3 sur plutôt on va dire le vivre ensemble, hein, pour faire large, pour faire rapide. On voit bien que derrière, c'est quand même un petit peu ces CMS qu'on retrouve, mais dans une autre logique que la logique 2008. Où la logique 2008, il y avait un système d'emboîtement, les CP, puis les CMS qui venaient voilà, se greffer sur ces compétences propres. Là, 5 compétences générales qui sont mises au même niveau. Ce qui disparaît aussi, c'est la liste nationale d'APSA. On voit bien, hein, si je reviens sur la diapo précédente, c'est des exemples de situations et d'activités, ce qui veut dire que c'est ouvert. On n'est plus limité par une liste qui est définie au niveau national. Ce
qui disparaît aussi, c'est l'ordonnancement de ces activités au sein de groupes d'activités et les programmes et les contraintes de programmation qui pesaient quand même en disant, voilà, au cours du cursus scolaire, il faut que les élèves aient fait un cycle. Alors maintenant, on va parler de séquence d'apprentissage pour éviter la confusion avec cycle, mais il faut qu'ils aient fait un cycle d'apprentissage dans au moins une APSA de chacun des 8 groupements, qu'ils aient atteint un niveau 2 de chacun de ces 8 groupements. Bon, là, ça n'existe plus, ces verrous-là ont sauté, ce qui veut dire qu'il y a une ouverture, mais bien sûr, une ouverture à exploiter de manière intelligente, en évitant 2 écueils. L'écueil du zapping, on change sans arrêt d'activité pour maintenir l'intérêt et la motivation des élèves, au détriment, on va dire, d'apprentissage ou de transformation motrice significative. Et puis, de l'autre côté, au contraire, allez, on ferait, parce que ben voilà, on est un établissement où on a une super salle de danse, on a des spécialistes, et puis voilà, on va faire que de la danse. Enfin, j'exagère, on va tourner autour de 3 activités, un peu comme on peut le voir des fois au niveau du lycée. Donc, et du coup, on se priverait aussi de la richesse culturelle portée par les APSA. Et puis, ce qui change également, et c'est pas rien, c'est la définition au niveau national de compétences attendues par APSA, en 2 niveaux avant, voilà, par APSA, le niveau 1 de compétences attendues, le niveau 2. Ça n'existe plus, ce qui veut dire que cette notion de compétences attendues dans les APSA, dans la mesure où si elle vous fait fonctionner en tant que prof de PS, il va falloir la reconstruire, il va falloir reformuler au sein des équipes ces compétences. Ça ne veut pas dire que celles de 2008, on les met à la poubelle. Si celles de 2008 donnaient satisfaction, bien sûr, on va s'appuyer dessus. Mais bon, on entendait quand même beaucoup de choses comme quoi les compétences, elles n'étaient pas adaptées, elles étaient trop ambitieuses. Donc c'est aussi l'occasion après de revoir ou de réajuster ces compétences en fonction vraiment de la réalité du terrain, enfin, de ce que vous avez en face de vous. Donc voilà, rapidement, sur ces nouveaux programmes, alors en sachant que ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est une cohérence, il n'y a pas une cohérence nationale, parce que là on dit ouais, il n'y a plus de cohérence, chacun va faire ce qu'il va vouloir, il y a quand même une cohérence, mais une cohérence qui est tenue par un projet global de formation, le socle, c'est ça le projet de formation de l'élève, et c'est un projet qui est méta ou supradisciplinaire, et c'est ce qui assure la cohérence de l'ensemble, et pas des contenus précis. Lorsqu'avant, effectivement, un programme, c'est, voilà, j'ai fait ça, 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 c'était plutôt la cohérence, elle était assurée par les contenus. Là, c'est par les enjeux. Et puis également, autre changement, c'est cette marge d'initiative qui est donnée aux équipes, et c'était clairement dans la volonté aussi de la loi, de manière à ce que les équipes puissent plus facilement s'adapter à leur contexte local et voir au niveau local quelles sont les meilleures ou les dispositions les plus adaptées pour justement atteindre ce projet global de formation. Et on reconnaît de manière explicite qu'il n'y a pas de bonnes pratiques en soi, d'autant plus quand elles sont exprimées au niveau national, mais que chacun doit trouver aussi ses modes d'intervention. Et dans une EPS, on peut dire qu'elle est délocalisée. C'est plus l'EPS qui descend, c'est une EPS qui doit être construite dans chacun des établissements en fonction des ressources humaines ou les ressources matérielles. Donc voilà pour ce premier temps. Alors ce que je vous propose déjà, c'est si vous avez, par rapport à la lecture des programmes, est-ce que vous avez eu la même? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Non, nous on ne l'avait pas vu comme ça. Donc si on peut faire un premier temps d'intervention avant de passer à la deuxième partie. Oui, j'ai une question. Ça veut dire que je suis en 6e, je veux faire un champ d'apprentissage 4, vivre une expérience corporelle dans le champ d'apprentissage 4 de mes élèves. Je peux très bien faire kickboxing en 6e, jujitsu en 5e. Alors, pour éviter le zapping, je remettrai du kick en 3e, et puis voilà, c'est possible. Alors, ce qu'il faut faire, la contrainte, c'est de répondre aux attendus de fin de cycle. Si la manière dont est présenté, alors je ne connais pas le kickboxing, alors je ne sais pas quel est l'intérêt, mais dans la mesure où la manière dont sont traitées ces activités, et les contenus qui sont proposés aux élèves et les dispositifs aussi, parce qu'il n'y a pas que les contenus, c'est les dispositifs qui englobent ces contenus, répondent aux attendus de fin de cycle et permettent de travailler les 5 compétences générales, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut aller chercher à l'extérieur, on n'est pas toujours des pratiques sportives entre guillemets traditionnelles. Dans la mesure où
on permet bien aux élèves d'avancer vers ces fameux attendus de fin de cycle et qu'il y a des contenus qui y répondent, quoi. Donc on peut. L'ultimate, par exemple, enfin, voilà, travailler, a priori, c'est aussi des... Après, je connais pas, hein, mais c'est toujours pareil aussi, quand on connaît pas, enfin, moi on me dit kickboxing, je me pense sécurité, machin, enfin, mais j'en sais rien, peut-être que... C'est comme la savate. Voilà, après la manière dont c'est enseigné, vaut mieux, enfin moi personnellement je dirais qu'il vaut mieux enseigner les activités qu'on maîtrise bien. On a plus de chances d'arriver aux attendus de fin de cycle sur des APSA quand on sait les rendre aussi attractifs pour les élèves et qu'on est capable de leur apporter des choses un peu précises et concrètes. Oui, moi je voulais savoir si dans une même équipe, il vaut mieux qu'on ait les mêmes activités, ou est-ce que par exemple, pour atteindre les mêmes champs, je pourrais très bien avoir deux activités proches qui travailleraient les mêmes champs, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir tous les mêmes activités? Rien ne va imposer d'avoir les mêmes activités, mais ça serait plus cohérent quand même. Parce que dans le terme de parcours de formation de l'élève, même si effectivement on dit que l'activité ce n'est que quelque chose au service de l'atteinte des progrès vers les attendus de fin de cycle, ça serait quand même un peu étonnant qu'au niveau d'une 5e, certains fassent du football, les autres du rugby, les autres du handball, quoi. Donc moi j'aurais tendance à dire que quand même ce qu'on propose sur un niveau, c'est quand même les mêmes APSA. Même si effectivement, on pourrait dire qu'on travaille ceci et que je peux travailler la même chose avec des classes différentes sur la base d'APSA différentes. Mais ça serait, pour moi, c'est pousser un peu loin le bouchon, quoi. Mais rien ne m'interdit. Après, il faut le justifier et bien être capable de dire en quoi, effectivement, football, rugby, c'est la même chose pour nous. Regardez, on travaille ça, on travaille ça. Ce qui n'est pas forcément si facile. Parce qu'il y a quand même des attendus de fin de cycle qui sont plus portés par certaines APSA que d'autres. Même si tout à l'heure j'ai dit que tout était soi-disant ouvert, mais quand il y a l'engagement, par exemple, alors là je ne l'ai pas là, mais sur le CA4, il y a la notion d'adapter son engagement. Bon, le tennis de table, c'est pas quelque chose vraiment qui va permettre de travailler ceci en profondeur, quoi. Il y a quand même des attendus de fin de cycle qui sont plus faciles à travailler avec certaines APSA que d'autres. Oui. Justement, pour revenir sur la même idée, comment va s'organiser, comment vous voyez l'organisation de la liaison école-collège pour tout ce qui est du cycle 3, parce qu'on va, autant à l'intérieur d'une équipe EPS, d'un établissement, on peut déjà avoir des difficultés à se mettre d'accord, mais alors avec un collège et un collège de ville qui va se retrouver avec 4, 5, 6, 10 écoles de regroupement en dessous, ça va être plus difficile, encore plus dur. Ça va être très compliqué, d'autant plus quand c'est des collèges qui recrutent sur un grand nombre d'écoles. Quand il y a 2, 3 écoles, ça peut encore se faire. Quand il y en a plus, c'est plus compliqué. Alors après, il y a différents modes d'articulation, de collaboration, quoi. Soit effectivement, bon, déjà il faut créer des échanges. En tant que prof d'EPS, d'être capable d'expliquer aux profs des écoles, nous, voilà notre programmation en 6e, ce qu'on compte faire en 6e, comment on va évaluer nos élèves, enfin déjà de donner à voir, vous, ce que vous faites en 6e. Ça paraît essentiel. Après, au niveau des stratégies d'ajustement entre les collèges et les écoles, il est évident qu'il y a des contraintes de programmation, des fois des programmes aussi d'intervenants aussi, qui font qu'en aucun cas, ce sont les profs de PS qui vont dicter aux écoles, ben voilà, vous en CM2, vous devez faire ça, en CM1, vous devez faire ça. Par contre, déjà, une connaissance, mais ça ne sera pas pire qu'avant, parce qu'avant, on n'avait même pas la connaissance. Vous récupériez les élèves en 6e, vous ne saviez même pas ce qu'ils avaient fait. Donc là, il y a déjà nécessité de vous donner à voir ce que vous faites, que aussi les écoles soient capables de dire, ben voilà, en CM1, CM2, ce qu'ils ont vu en EPS. Oui, alors après, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite harmoniser, ça ne va pas être pensable, mais au moins peut-être sur... Il faudra commencer peut-être avec des petits points d'entrée, le savoir nager. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quand même aussi sur une ou deux APSA, commencer à créer, à tisser un lien, un fil conducteur entre ce qui est vu à l'école et ce qui est vu au collège, quoi. Et puis vous, rien ne vous interdit aussi, il y en a de plus en plus des équipes qui fonctionnent comme ça, les permis d'assurer, enfin il y a pas mal de stratégies comme ça où on détermine des étapes.
pour les élèves avec des indicateurs assez précis, et si des équipes de collège fonctionnent comme ça, aussi de donner ces documents de travail au niveau des instituts. Alors ça ne pourra pas se faire sur toutes les activités, c'est pas possible, au moins une activité par champ d'apprentissage, de manière aussi à ce que les instituts puissent renseigner ce genre d'outils. Enfin, moi l'intérêt que j'y vois, c'est que, notamment avec le Master MEF aussi, le tronc commun, où maintenant il y a les second degrés et le premier degré qui doivent se rencontrer, c'est de presque faire pas de la formation continue, entre guillemets, au PE, quoi. Le reste bien, c'est l'occasion aussi de bien expliciter les attentes de l'EPS et puis de donner des billes aussi à des PE qui sont peut-être demandeurs. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit descendant. Enfin, si c'est et puis inversement, vous ne pourrez pas construire une programmation qui tienne compte de la diversité aussi des expériences des élèves quand ils vous arrivent. Mais normalement, quand même, au niveau de l'école CM1, CM2, on peut penser qu'ils seront passés par les 4 champs d'apprentissage, quoi, les gamins. Mais le savoir nager, là, il y a déjà quand même aussi un truc à tirer. D'autres questions sur ce premier temps? Non? Vous, c'est à peu près comme ça que vous aviez reçu les termes, les programmes? Alors, une nouvelle terminologie, mais la terminologie, c'est que des termes. Enfin, il ne faut pas se prendre la tête des fois, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il fallait une terminologie aussi commune pour toutes les disciplines, que les disciplines puissent parler entre elles, quoi. C'est ce qui explique aussi des fois des changements de termes. C'est pas parce qu'il y a une révolution derrière. Hein. C'est aussi pour pouvoir discuter. Quand on doit faire des épis, c'est quand même plus facile quand on a aussi, voilà, ils sont où tes attendus de fin de cycle, tiens, pour essayer de voir s'il y a des surfaces de contact possibles ou des choses en commun. Oui. Justement, en parlant des termes, moi, il y avait un tableau que je ne comprenais pas très bien, c'était le croisement entre les attendus de fin de cycle et les compétences générales. Vous sortez des enjeux d'apprentissage qui réapparaissent nulle part après. Ok, alors on va y aller. Je me suis posé la question. À ce moment-là, je continue parce que ça, je l'aborde, parce que ça, effectivement, c'est une question qui nous a été souvent posée, donc on n'a pas dû être clair. Mais ça, donc, on le verra quand on va détailler un petit peu la logique de ces blocs. Donc, je suis désolée, hein, je botte en touche, mais j'en parle après. Auquel cas, donc, on avance. Alors, concrètement, alors non, pas concrètement, on n'ira pas jusque dans la mise en œuvre, parce que on ne permet pas, mais comment peuvent se mettre en œuvre ces programmes? Et aussi parler un peu de l'évaluation, hein, puisque Jean-Yves m'avait un peu passé commande là-dessus, dans le cadre de la réforme du collège. Alors, l'enseignement de l'EPS a quand même changé. Hein. C'est un nouveau cadre, il y a un nouveau cadre de travail. Ce socle commun, la réforme du collège, pose un nouveau cadre de travail. Et quand même, du point de vue de l'EPS, maintenant, il faut enseigner de manière à répondre à différents enjeux. Le premier enjeu, il est clairement affiché dans le préambule des programmes, hein, il faut répondre au socle, enfin participer à ce projet de formation qui est le socle. Et donc en EPS, ça se traduit par travailler et développer tout au long du cycle les compétences générales EPS. C'est 5 compétences. Il va falloir également aussi faire progresser les élèves vers ces attendus de fin de cycle qui opérationnalisent un peu ces compétences générales. Qu'est-ce qu'il y a derrière en termes aussi de savoir, de savoir-faire? Il va falloir également participer à la validation du socle. Toutes les disciplines doivent participer à la validation du socle. Il va falloir aussi participer à la mise en place des PI, de l'AP, et puis également alimenter ou participer au parcours éducatif. Beaucoup d'enjeux. Certains enseignants y voient aussi perdre un peu leur repère là-dedans en disant « mais alors il est où le corps on a déplacé le centre de gravité de l'EPS, c'est plus l'éducation corporelle qui est au centre, on fait de la méthode, on est une EPS au service d'eux. Alors si c'est au service du projet de formation de l'élève, on peut être au service, hein, il n'y a aucun souci. Mais on perd un peu ce repère. Alors simplement dire non, enfin, le corps est toujours là, sauf que c'est une éducation du corps, mais également une éducation par le corps. Et quand on éduque les corps, on éduque aussi d'autres choses qui dépassent le corps. Et ça, effectivement, ça veut dire que pour pouvoir articuler ces enjeux et bien articuler, on va dire, ces enjeux disciplinaires et plus génériques, hein, qui est le socle, il va falloir, dans le projet pédagogique EPS, faire des choix et expliciter les choix sur quoi on travaille. Parce que c'est vrai que tout travailler en même temps, c'est pas possible. Donc, nécessité de faire des choix.
en relation bien sûr avec le projet établissement, caractéristiques des élèves, mais comme c'était déjà avant, la nouveauté c'est que dans ces choix, il faudra bien différencier ce qui est de l'ordre de la composante disciplinaire et interdisciplinaire. Donc là où je travaille seul en EPS et là où je travaille en collaboration avec d'autres disciplines. Les épis, l'AP, enfin tout ce qui est de l'ordre aussi de créer des ponts entre les disciplines. Alors, si on reprend ces enjeux, avec 2-3 éléments, hein, sans rentrer dans le détail, mais on pourra le faire peut-être dans le cadre du questionnement. Ces compétences générales, quand on les lit, nous on a estimé qu'elles n'étaient pas évaluables en tant que telles. C'est des formulations trop génériques et ce n'est pas des choses qui peuvent s'évaluer ou donner lieu à de l'évaluation. Nous, c'est comme ça qu'on l'a senti. Alors même, on pourrait rentrer par les items et tout, mais on s'entend, oh là, c'est... Ok, on voit bien que ça fixe une structure de travail, des incontournables, évaluer la maîtrise des outils, enfin, c'est ça, on ne sentait pas trop, quoi. Et c'est vraiment, c'est pas le choix qu'on a fait dans les documents ressources, on est rentré, nous, plutôt par les attendus de fin de cycle. Par contre, ces compétences générales, elles facilitent le lien entre le projet établissement et le projet pédagogique EPS. C'est vraiment des traits d'union et c'est vraiment le moyen aussi de déterminer des majeurs dans le projet pédagogique EPS, des majeurs en termes de compétences générales. Voilà, on travaille plus sur la citoyenneté, on travaille plus sur les méthodes et outils, on travaille plus sur les langages du corps, mais on peut plus facilement, en fonction aussi du projet d'établissement, déterminer des majeurs en EPS qui s'appuient sur ces compétences générales. Et ces compétences générales, elles vont orienter, elles vont quand même impacter l'enseignement. Déjà, en termes de conception des dispositifs d'enseignement-apprentissage, c'est-à-dire de bien penser les dispositifs qu'on propose aux élèves en relation avec les majeurs qu'on s'est fixés. Si on travaille, je ne sais pas, sur le vivre ensemble ou la citoyenneté, effectivement, voir les contenus, mais pas que les contenus, quels sont les formats de travail, si on les met en diable, si on met des équipes stables tout au long d'une séquence d'apprentissage avec des rôles de tuteurs, enfin faire changer les rôles de tuteurs pour qu'il y ait effectivement des interactions collaboratives qui se créent entre les élèves, enfin il y a ces choses-là. Est-ce qu'il y a des évaluations aussi qui prévoient, on m'a montré ça tout à l'heure, des évaluations, une part de collectif dedans, enfin déjà ne pas penser que les contenus mais également les formats de travail qui permettent vraiment de travailler ces compétences générales. Et puis également la possibilité de formuler les compétences attendues dans les APSA en relation avec ces compétences générales, avec les majeurs que vous aurez identifiés. Je donne juste un exemple. S'il y a vraiment une majeure dans votre établissement, il faut travailler les méthodes et outils pour. Voilà, il y a quelque chose qui fait que dans l'établissement, c'est l'accent est porté là-dessus. Après, il est possible aussi, vous avez la possibilité de le faire, de voir comment vous allez formuler les compétences attendues dans les APSA de manière à ce qu'elles tirent plus vers cette compétence générale. Il y aura toujours la motricité. Le principe, c'est de formuler toujours une compétence où la motricité est centrale. Mais vous pouvez aussi, ici, là, on voit bien qu'on tire vers les méthodes et outils, puisque là, il faut vraiment, effectivement, penser sa course, fractionner sa course. Ici, là, c'est réguler un projet de déplacement. Enfin, vous voyez que là, à chaque fois, dans la formulation de la compétence, on voit bien que les élèves vont devoir aussi mettre en œuvre en projet. Donc, des compétences attendues dans les APSA, qui mettent en avant une compétence générale ou deux. Si je fais à l'inverse, si on est la compétence en escalade, la manière dont je vais formuler la compétence qui va organiser ma séquence d'apprentissage, on voit bien que là, on est vraiment plutôt sur l'aspect moteur, technique de l'escalade. Ici, on est sur les méthodes et outils. Là, on est plutôt sur partage des règles, coopération. Ici, plutôt sur la dimension énergétique de l'escalade, et là, plutôt sur l'aspect, on va dire, culturel de l'escalade. Donc, possibilité aussi de formuler des compétences dans les APSA qui mettent au premier plan une compétence générale. Donc ça ouvre quand même pas mal de champs des possibles. Ce qui veut dire que dans le même temps, on peut travailler APSA et compétences générales, c'est pas du tout au continuum. Les attendus de fin de cycle. Vous l'aurez, un diaporama. Les attendus de fin de cycle, donc voilà, c'est ce qui va organiser mes contenus.
en sachant que normalement, alors c'est sûr que ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain dans les établissements. Avant quand même la programmation, c'était comment j'organise les APSA, voilà, il faut attendre, d'abord il faut couvrir les 8 groupements, il faut aussi permettre à tous les élèves d'avoir un niveau 2. Donc là, ce qui doit quand même, la porte d'entrée quand même pour organiser la programmation, c'est les attendus de fin de cycle. Poser les attendus de fin de cycle, comment je les ordonne autour de mon cursus, et à partir de là, poser les APSA pour s'assurer que les APSA et la manière dont on va traiter les APSA va bien permettre de couvrir ces attendus. Là, on me montrait tout à l'heure l'exemple d'une proposition d'article où la natation est traitée de manière vraiment le projet collectif, à mettre en avant la notion de projet collectif, parce qu'ils sont par équipe de 3. Donc, effectivement, il y a une manière de faire l'APSA qui fait que vous pouvez être plus sur effectivement le projet collectif, même en natation, même en athlée, si c'est un triathlon par équipe. Et donc, vous assurez que la manière dont vous allez enseigner l'APSA permet effectivement d'atteindre les attendus de fin de cycle. Ces attendus, mais pas forcément tous, doivent également se retrouver dans les compétences APSA, ce qui est un peu logique, hein, parce qu'ils empruntent quand même pas mal des APSA, en sachant qu'après cette compétence APSA, elle va être plus ou moins colorée par les attendus selon les choix des équipes. Il y aura plusieurs façons de construire cette compétence ou de formuler cette compétence. Là, je donne l'exemple. Adapter son engagement moteur en fonction, c'est plus pertinent quand même à travailler en lutte ou en rugby qu'en tennis de table. Donc, voir aussi comment on formule la compétence pour porter l'accent sur plusieurs attendus. Et puis, bien sûr, après, identifier les étapes de progression des élèves pour aller vers la compétence attendue, les attendus de fin de cycle qui se recouvrent, enfin, normalement, une bonne compétence. La compétence que vous avez formulée, elle rend compte des attendus de fin de cycle. Enfin, ça paraît assez... On ne peut pas jouer à côté, quoi. Donc bien sûr, ça modifie la logique de construction de la programmation, cette entrée par les attendus de fin de cycle et non pas par des niveaux de compétences APSA. C'est pas clair, non? Dites, vous pouvez réagir en direct, hein? Allez, non? Non, c'était clair? Si c'est pas clair, dites... Et puis, alors, c'est pas évident, c'est pas si facile à faire, et c'est là les ressources sur Eduscol. Alors quand même, 2-3 éléments de contexte quand même. Ces ressources... Alors là, pour le coup, ça a bien été coordonné le travail par l'IG. Hein. Autant les programmes CCSP, là, effectivement, c'était une construction commune DGESCO-IG. De suite, on nous a dit qu'il y a 2 enjeux à ces ressources. Un, ça doit faciliter l'action immédiate des profs, c'est-à-dire c'est une aide immédiate à la mise en œuvre des programmes. Donc le courte d'aide, on va dire. Mais 2, il faut aussi que ce soit des documents d'aide à la formation, une formation à plus long terme. C'est pas toujours facile de faire fonctionner aussi ces deux, l'aide à l'action et puis à la formation sur le même type de document. Un temps contraint, comment passer au mois de décembre, il fallait les rendre pour le mois de mars, dans un contexte où ça arrivait de partout, ces programmes, il n'y a plus rien, il n'y a plus de contenu en EPS, qu'est-ce qu'on enseigne? Donc c'est vrai que peut-être par contre-coup, en disant on va quand même mettre pas mal de chair sur le squelette, quoi. Il n'y a pas de contenu, on va... Alors c'est vrai que peut-être qu'on a réagi à l'inverse, c'est qu'on a fait des trucs un petit peu denses. Mais bon, ce que vous trouvez sur ces ressources, hein, donc voilà, les informations générales, le projet PEDA, spécification des compétences générales selon les champs d'apprentissage que je vais vous montrer tout à l'heure. C'était pas rien de faire ces tableaux, ça a pris beaucoup de temps, et nous ça nous semble essentiel, quoi. Enfin, parce que pour l'instant, la notion de compétences propres, on les a toujours posées. Maintenant, personne ne s'est donné la peine de dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière? En quoi la CP1, c'est pas de la CP2? Donc là, l'idée, c'était de dire, ben voilà, le CA1, c'est pas pareil que le CA2, et voilà aussi en quoi ils se différencient. Et puis également, dans ces ressources, vous avez des aides par champ d'apprentissage. Et nous, on a fait le choix, c'est ce qui nous semblait le plus facile, de rentrer par les attendus de fin de cycle. Hein. On pouvait rentrer par les compétences générales, par les compétences visées. Nous, il nous semblait que le bon niveau pour rentrer, et ce qui était le plus aidant pour les profs EPS, et ce qui allait peut-être plus facilement organiser même la programmation, la mise en place, c'était ces attendus de fin de cycle. Et donc, on a construit ça en 4 temps. Dans un premier temps, effectivement, ces tableaux à double entrée où on croise attendus de fin de cycle et compétences générales, et au milieu, on met des enjeux d'apprentissage. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce qu'en disant il va falloir quand même déterminer des contenus qui répondent aux enjeux du socle et aux compétences générales. Enfin,
donc aux enjeux du socle, donc aux compétences générales, mais aussi avec les attendus. En disant, si on travaille ça, on est à la fois dans le développement des compétences générales et à la fois dans les attendus de fin de cycle. Peut-être que ce n'était pas nécessaire. Mais en se disant, voilà, ça c'est des thèmes structurants, on les a appelés enjeux d'apprentissage. On ne savait pas trop comment les appeler. Hein. Alors, thème, objet d'étude, enfin, il y avait tout aussi un vocabulaire, hein, selon qu'on se tourne vers le CEDREPS. Enfin, on s'est dit, on essaie de trouver un terme un peu le plus neutre possible, enjeu d'apprentissage. Mais au moment, il y a thème de formation, thème d'étude. Et donc, le principe, c'est en disant, ben là, on travaille ici. Enfin, si on travaille ça, je suis au croisement de tel domaine et de tel attendu de fin de cycle. Alors, avec des cases vides, parce que des fois, ça n'avait pas de sens, le croisement, avec des fois aussi des cases qui se regroupent, parce qu'on ne pouvait pas différencier. Mais c'est vrai que ça donne quelque chose d'assez haché, quoi, qui peut être loin aussi de l'activité d'un élève en EPS. Mais bon, ça nous semblait intéressant à faire pour dire, ben voilà, il n'y a pas de contenu. Peut-être qu'on va essayer quand même de baliser les contenus en EPS qui répondent à la fois formation du socle, attendu de fin de cycle. Donc le projet disciplinaire et puis le programme des programmes. Ensuite, deuxième temps, on s'est dit, bon, ces attendus de fin de cycle, quand ils sont arrivés, alors ça va très très vite, mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est générique, on peut en faire n'importe quoi. Donc on s'est dit, on va les expliciter, ces attendus de fin de cycle. À chaque fois, les attendus de fin de cycle, pour expliciter cet attendu-là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe ces cases. Ce premier enjeu d'apprentissage, ce deuxième, ce troisième. Et si j'arrive sur l'explicitation de gérer son effort, on voit bien qu'en fait, ce sont ces trois cases qui sont développées. Et c'est vrai que ça, c'est pas très clair. C'est-à-dire que là, quand on a construit à mettre en œuvre des projets pour réaliser la meilleure performance possible, au croisement de cet attendu de fin de cycle et du domaine 2, on a ça. Il s'agit pour l'élève de mettre en relation ses ressources et les contraintes de l'épreuve, de construire, mettre en œuvre des projets, d'analyser ses performances à partir de différents indicateurs, de réguler. Donc voilà en fait. Alors je sais pas, c'est pas clair, c'est pas. En tout cas, non, c'est plus clair ou pas? Mais c'est vrai que les enjeux d'apprentissage, en fait, on l'a pas, mais on aurait dû mettre un système de code, enjeu 1, enjeu 2, enjeu 3, puis retrouver là, peut-être que ça aurait été plus clair dans l'esprit des profs. Quoi. Ou alors, ça, on aurait pu en faire l'économie. Et je pense qu'on en fera l'économie. Enfin, il y a un moment donné, peut-être que ça, l'intérêt du numérique, c'est ça, on peut les enlever. Mais c'est vrai que si ça met du bruit, c'est pas bon, quoi. Si ça apporte rien, il faut qu'on l'enlève. Mais en tout cas, ça, c'est ce qui est décliné ici. En se disant qu'un prof qui travaille là, il est vraiment... ça ne veut pas dire qu'il ne va pas tout travailler, mais il fait ses choix. Si je veux plutôt travailler au niveau de la motricité, au niveau du domaine 2, au niveau du domaine 5, je vais choisir là. Si je suis sur une compétence où on est vraiment sur la formation de la personne et du citoyen, et ben voilà un peu dans le CA1 comment je vais travailler. Je vais essayer plutôt de travailler ici. Si je suis plutôt sur la présentation du monde, enfin voilà, je vais plutôt travailler ici, mais en sachant que les choses, on ne peut pas les saucissonner comme ça, quoi, ça serait plutôt des dominantes. Donc voilà un peu l'idée derrière ces tableaux, mais c'est vrai qu'ils sont peut-être pas assez bien explicités. Et puis aussi, ça c'est tout bête, quand on le dit comme ça, on dit c'est une banalité, et pourtant ça nous demandait du boulot, d'essayer aussi d'avoir des repères de progressivité. Alors déjà, c'était quoi? Est-ce que c'était du point de vue des élèves, du point de vue du prof? Parce que quand on regarde les programmes selon les disciplines, des fois les repères de progressivité, on voit bien, c'est des repères d'action pour l'enseignant. C'est vraiment c'est formulé du côté de l'enseignant. Dans d'autres, c'est plutôt formulé du côté de l'élève. Bon, nous, on a fait le choix, on prend ça comme étant des repères de progression du côté de l'élève, pour l'élève. Et voilà, on a essayé de formuler des repères de progressivité au niveau du champ d'apprentissage. Au niveau de l'absence, c'était très facile, hein. Ça c'est pas très dur, ça dans les fiches, mais au niveau du champ d'apprentissage, c'était pas si facile aussi d'arriver à formuler des repères de progressivité, et qui en plus, alors je ne sais pas si ça se voit, mais qui renvoie plus ou moins aux enjeux d'apprentissage. Ça aussi, hein, fallait peut-être décoder. Donc voilà. Et puis après, oui, ben voilà, la fiche APSA, une aide méthodologique pour, quand j'ai une APSA, comment aussi je peux traiter l'APSA pour qu'elle soit dans ce nouvel esprit des programmes. C'est difficile? C'est pas clair, hein?
Mais parce que ça s'est pas assez digéré, on l'a fait trop vite peut-être. Et là, en fait, ça aussi, c'était un peu nouveau quand même. Formuler des principes de construction d'une compétence attendue dans le CA. Et si vous lisez les exemples les principes de construction de la compétence attendue, c'est pas les mêmes selon qu'on est dans le C1, CA2, CA3, CA4, ce qui est logique, quoi. Mais essayer d'extraire, voilà, quand on veut construire une compétence attendue, formuler une compétence attendue, ben voilà un peu quels sont les éléments. Puis les principes aussi de construction de la situation d'évaluation. Donc vous avez ça, donc une fiche générique, et puis après des exemples par APSA, si j'ouvre la notation, et chaque fiche... Ah, pardon, vous ne m'entendez plus. Et donc pour chaque APSA qui a été illustré, avec ce qu'il y a à apprendre, donc voilà, redonner en fonction des attendus concrètement quelles sont les choses à apprendre. Ensuite, dans l'APSA, donner des repères de progression. Et ce qui était quand même, moi ce que j'ai trouvé, où là les profs ont quand même super bien bossé, c'est que les repères de progression, puis aussi des étapes de progression. Et là où moi je trouve vraiment il y a eu un gros travail de fait, après il va servir, il ne va pas servir, les profs le prennent, ne le prennent pas, c'est sur différents attendus de fin de cycle, en tant que nageur, mais également sur tout ce qui concernait l'activité observatoire du juge. Et ça, bon, c'est pas donné d'avance, quoi. Il y a déjà des équipes qui fonctionnent avec ça, mais pas tout le monde, en essayant aussi de formaliser, donc plutôt les ex-CMS, enfin de formaliser aussi comme ça des étapes de progression. Donc ce travail-là, et puis après, en plus, on avait mis des illustrations, avec l'idée que, ben, comment on fait, enfin, si on rentre maintenant par un attendu de fin de cycle, ça change un peu la donne, quoi. L'objectif de séance, enfin, il n'y a pas un objectif de séance qui est formulé en relation avec l'APSA, en relation avec le niveau attendu, enfin, le niveau de compétence attendu à l'APSA, par rapport à un attendu de fin de cycle. Donc voilà, c'était pour donner des exemples de comment ça se concrétisait directement dans les pratiques, si on était sur le travail de cet attendu qui correspond à cet élément du socle. Qu'est-ce qu'on apprenait en relation avec ça, les étapes d'acquisition, les situations possibles. On a décliné comme ça. Et c'est là où certainement on en a mis un petit peu trop, et à force de trop en mettre, effectivement on a noyé parce que... Et on a, voilà, il fallait mettre aussi le dispositif, bien décrire le dispositif, décrire quels étaient les formats d'activité de l'enseignant. Si on est plutôt sur les domaines, effectivement, le type de questionnement qui va avec, quand on est plutôt sur les outils et méthodes par rapport, quand on est plutôt sur le domaine 3, c'est vrai que c'est pas le même type d'activité de l'enseignant, c'est pas le même type d'intervention, et ça on a voulu en parler, on a voulu le mettre, et c'est vrai que du coup ça fait un truc un petit peu trop compact, quoi. Mais enfin l'idée elle était là. Alors après, si ça sert, tant mieux, si ça sert pas, c'est que des ressources, hein. Maintenant, on nous dit ouais vous n'avez pas dû les faire, ça met du bruit, mais si les profs n'ont pas besoin de ça et qu'ils sont capables de rentrer dans la nouvelle philosophie des programmes sans ça, tant mieux. Enfin là, au contraire, enfin, là on sera très, très heureux. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça aurait mérité d'être un petit peu édulcoré, quoi. Donc voilà pour les attendus de fin de cycle. Et donc l'intérêt quand même dans ces fiches, c'est qu'il y a quand même des repères assez bien faits. Enfin, à mon avis, après on peut les refaire, on peut les travailler, mais pour valider quand même les étapes de progression des élèves vers les attendus de fin de cycle. Il y a quand même de la matière un peu concrète. Validation du socle et DNB, donc l'EPS n'est plus dans les épreuves terminales du DNB. Ça, on l'entend pas mal en ce moment. Bon, elle n'y était pas, quand même, pour rappel. Le DNB précédent, épreuve terminale, c'était 8 coef. Le contrôle continu, 10 coef. Et l'EPS, c'était 1 coef parmi ce contrôle continu. Donc, on n'a jamais été, enfin, on n'était pas dans les épreuves terminales. Les épreuves terminales, c'est vraiment, enfin, ça équivaut à un contrôle ponctuel. Tous les élèves font la même chose au même moment sur des sujets communs. Alors vraiment, ça a été une source d'étonnement, d'inquiétude de la part de professions. Alors on n'est plus dans le DNB, qu'est-ce qu'on va devenir? Alors on peut s'étonner, on peut être inquiet, mais avant, il faut déjà se poser de la pertinence d'une épreuve terminale en EPS au DNB. Déjà, en termes d'ouverture culturelle, parce que être dans une épreuve terminale, c'est l'ancien examen ponctuel du bac, enfin, certains s'en souviennent, c'était même au DNB, gym, natation en sport co, enfin ça veut dire qu'il faut vraiment recentrer sur
quelques pratiques, un choix de pratiques réduit qu'on va pouvoir faire passer à tous les élèves avec des barèmes, donc des activités barémées. En termes d'équité entre les élèves, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les élèves, selon qu'on a la chance ou pas, pour les élèves en fonction de leurs ressources, de leur acquis extrascolaires, ils peuvent très bien se retrouver dans des APSA qu'ils maîtrisent, ou au contraire, des APSA qu'ils ne maîtrisent pas. C'est vrai que du coup, ils ne vont pas être notés de la même manière. En termes d'une EPS ouverte sur le futur, en disant, quand même, un des enjeux de l'EPS, c'est aussi d'ancrer la pratique physique dans le quotidien des élèves, de leur donner envie de pratiquer en dehors de l'école. Et effectivement, si le levier d'action essentiel des profs d'EPS pour les faire participer à l'instant T, c'est la note, il y a peu de chances effectivement que ce soit un objectif qu'on puisse atteindre. C'est-à-dire qu'on sait bien, une fois que la note soit posée, la pratique va s'arrêter. Donc, si on est vraiment sur l'enjeu de construire ces habitudes de vie chez les élèves, c'est pas avec le levier de la note que ça peut se faire. Et puis en termes aussi de tous les débats sur l'évaluation, quand même, cette notion d'évaluation positive, bienveillante, c'est pas une on essaie quand même de dépasser l'évaluation classement pour aller vers une évaluation démarche, une évaluation progrès. Et c'est vrai que c'est pas l'évaluation ponctuelle terminale qui répond à ces enjeux aussi de faire de l'évaluation une démarche pour les apprentissages. Donc voilà, le risque de ces évaluations-là, c'est quand même un petit peu haut, je vais... C'est bon. Non, là c'est bon. C'est de devenir une discipline pilotée par l'évaluation et pas par ces enjeux de formation. C'est-à-dire, là est rentrée cette année dans les épreuves terminales la SVT. Je peux vous dire que ça ne fait pas forcément plaisir à certains de nos collègues à l'inspection générale qui sont en SVT. Ils vous disent, maintenant, on est aussi interpellé par les profs, mais comment on va les préparer à l'examen? Et c'est une question qu'ils n'avaient pas, où ils étaient sur un système aussi de contrôle continu. Et là, tout d'un coup, des nouveaux questionnements qui arrivent de la part des profs, comment on va faire pour les préparer? Bon, après, voilà, donc ça se discute. Avant de se dire on veut être dans les épreuves terminales, il faut bien quand même mesurer ce que ça veut dire d'être dans des épreuves terminales. Alors si on n'est pas dans les épreuves terminales, par contre, et maintenant en plus quand même le DNB et le SOC c'est lié, enfin on évalue le DNB à travers l'évaluation du SOC. Par contre, effectivement, on a toute notre place dans l'évaluation du SOC. Toute notre place, ça ne veut pas dire qu'elle est acquise et qu'on va nous la donner. Il y a quand même aussi un travail des profs de PS pour être présent dans l'évaluation du SOC et ne pas être cantonné au domaine 1-4, c'est-à-dire ce domaine, les langages du corps. Sans excès, c'est-à-dire on doit participer au domaine du SOC, à l'évaluation de différents domaines du SOC, de différents éléments, enfin on y reviendra tout à l'heure, éléments signifiants du domaine, mais sans faire de l'entrisme et sans devenir, on va dire, je n'ai pas le terme inopportun, c'est-à-dire, là, moi j'ai vu sur les premières séquences de travail, on commence à prendre la liste des descripteurs du socle, exprimer à l'oral, ouais, nous on y est, les grandeurs physiques, mesurer les grandeurs, on y est. Stop, non, on n'y est pas. Effectivement, en EPS, on permet le travail de ces compétences, s'exprimer à l'oral, comprendre des consignes verbales, des schémas, calculer effectivement, on mobilise de la numération. Maintenant, de là à construire des échelles de maîtrise en 4 niveaux qui vont permettre d'évaluer le niveau de maîtrise des élèves par rapport à ces compétences, alors peut-être que pour certains profs de PS c'est possible parce qu'ils ont aussi développé des compétences autres, mais ce n'est pas dans le cœur du métier du prof de PS. Donc effectivement il faut être présent sur le socle, mais pas, faut faire attention, il ne faut pas aller là où on n'est pas crédible, parce que là au contraire ça va jouer en notre défaveur. Et dans des réunions quand même l'année dernière où effectivement les profs de PS quand même s'étaient mis un peu à dos d'autres profs dans les équipes parce qu'être trop revendicatif, on veut être partout, c'est bon quoi. Il faut aussi regarder les autres, et les autres, quand les profs de PS, ouais la discipline a perdu, alors déjà, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi la discipline n'est pas perdue, enfin en général c'est quand même des élèves qui doivent gagner, mais en plus, les maths, enfin,
On n'est pas, enfin, il faut aussi regarder les autres, quoi, et pas toujours regarder que le point de vue de l'EPS. Donc, il faut y aller, mais y aller en étant sérieux, avec des arguments solides, des actions crédibles, c'est-à-dire d'être capable de bien préciser les connaissances et les compétences des différents domaines dont le niveau de maîtrise peut être apprécié en EPS, pas mobilisé, apprécié. On a les moyens, en tant que prof d'EPS, de construire des situations là-dessus. Donc ça veut dire les relier à des attendus ou des items des compétences générales EPS. En quoi effectivement on les travaille dans le cadre de notre enseignement. Préciser les contextes APSA dans lesquels ça va être travaillé, évalué, ces attendus. Concevoir les situations et puis après définir des outils pour positionner les élèves sur un niveau de maîtrise. Donc là, il y a quand même aussi un travail qui est fait qui va être fait sur EduScope. Ah ben là ça marche. En sachant que là, on a été plus prudent et ça sera beaucoup plus light que ce qui avait été proposé pour les documents ressources. Alors déjà, ça a été fait, c'est un travail conjoint des GESCO. Enfin, chaque domaine du socle a été découpé, c'est le terme, c'est pas terrible, mais ça s'est fait comme ça, en éléments signifiants. En sachant quand même que le principe, c'est un travail qui a été fait par la DGESCO, nous on l'a vu a posteriori, en sachant quand même qu'il fallait éviter le découpage du socle précédent avec les 120 items, là il fallait quand même un nombre réduit d'éléments signifiants par domaine. Par exemple, si je prends le domaine 2, il doit y avoir 3 ou 4 éléments signifiants, organiser son travail personnel, coopérer, réaliser des projets, rechercher, traiter de l'information, mobiliser des outils numériques, et voilà, donc il y en a 4. Donc en général, il n'y a pas 15 000 non plus d'éléments signifiants. Et le principe, alors en EPS, ça s'est mis comme ça, donc ça c'est la compétence, la composante 1.4, comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. Éléments signifiants, ça a été formulé comme ça, mais pour rien, pratiquer des activités physiques, sportives et artistiques. Et après, donc, il s'agit d'évaluer, on retrouve une formulation du champ d'apprentissage. Donc, vous avez un document d'appui comme ça qui décrit un petit peu dans le socle quels sont les éléments signifiants à évaluer. Je suis toujours claire ou pas? Oui. Donc, ça, et après, il y aura des exemples par discipline. Alors, en EPS, le travail est en cours, là, il va bientôt être, je pense, devrait sortir prochainement. Ce qu'on a fait dans un premier temps, on a regardé les éléments signifiants des domaines et on s'est positionné sur certains de ces éléments signifiants, en essayant d'être raisonnable. Là où vraiment, sincèrement, en tant que prof d'EPS, on avait des choses à apporter. Donc, on s'est positionné sur ces éléments-là. Et après, le principe, c'est qu'on a illustré la manière dont on pouvait évaluer ces éléments signifiants à l'aide d'une APSA de chacun des champs d'apprentissage. Ouais. Pour l'instant, c'est clair. Mais si c'est pas clair, n'hésitez pas, parce qu'au contraire, ça peut aussi, on peut rajouter des documents. Si je vais sur la fiche badminton, oui, vous l'avez. Le principe, c'est on reprend les éléments du socle qu'on va évaluer là-dedans. Donc, pratiquer, ça y sera toujours. Mobiliser des outils numériques et faire preuve de responsabilité. C'est un choix. On aurait pu faire autre chose. Enfin, une équipe peut décider d'évaluer autre chose à travers le badminton. On relie par rapport aux attendus de fin de cycle, à quels attendus de fin de cycle ça fait référence. Oui. Et puis, on reprécise un peu quelles sont les acquisitions prioritaires dans l'APSA au regard de ces attendus. Ça nous semblait important quand même de repréciser ces acquisitions. Donc ça, c'est le premier temps de la fiche. Et le deuxième temps, c'est on identifie un contexte possible d'évaluation. Voilà. Donc voilà, on décrit en fait une situation possible d'évaluation, en sachant que ce n'est pas forcément une situation terminale, ça peut être aussi quelque chose qui est évalué au fil de l'eau, sur la coopération, les projets collectifs, ça peut être aussi des indicateurs de maîtrise qui sont recueillis tout au long de la séquence d'apprentissage, ce n'est pas forcément à la dernière leçon du cycle. Et puis, pour chacun des éléments, et ben voilà, en 4 niveaux,
maîtrise insuffisante, fragile, satisfaisante, en sachant que le socle, il est là. Et ceci donc pour chacun. Donc voilà la tournure que ça prendra en EPS. Ce ne sont que des exemples. Une fois qu'on a vu ça, on peut se dire, ah bah oui, je peux faire le même travail pour le tennis de table, pour le handball, en sachant que là, l'intérêt, c'est que peut-être que là, les documents ressources vont avoir une utilité ou vont être plus mobilisés dans la mesure où, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait quand même l'effort dans les documents ressources à chaque fois de bien décrire ces étapes. Alors c'est en étape objectif atteint, enfin non atteint, partiellement atteint, mais donc ça peut aussi donner un peu aussi de repères. Donc voilà pour l'évaluation du socle, avec l'idée bien sûr que dans le même mouvement, dans le même temps, on va évaluer les éléments du socle avec les attendus de fin de cycle. Il ne s'agit pas de construire deux évaluations. Après, par contre, peut-être que les éléments du socle, on positionne sur 1, 2, 3, 4. Peut-être que quand on est sur les attendus de fin de cycle, il y aura des systèmes à vous de voir de pondération. Si vous voulez plus insister, là au badminton, quand on a mis les trois au même niveau, coopérer, les outils numériques et puis pratiquer, bon, peut-être que vous, si vous remettez ça dans une note EPS pour un trimestre, il y aura peut-être 10, 5, 5. C'est pas forcément trois trucs qui sont évalués avec le même poids. Non, c'est pour dire que si vous voulez conserver la motricité au cœur, c'est vrai que vous allez la valoriser dans la manière dont vous allez construire vos échelles de points. Alors, exemple de fiche de suivi, parce qu'après, effectivement, l'intérêt, c'est que le socle, il n'est pas validé le dernier trimestre de l'année de troisième. C'est quelque chose qui peut être fait tout au long des 3 années, 5e, 4e, 3e. Et là, ça veut dire qu'il faut aussi que les profs, les équipes se construisent. Alors, sous format numérique, maintenant, c'est facile. Quand on met ça sous format papier, ça fait un peu dense. Mais effectivement, qu'il y ait une fiche élève qui le suive tout au long de son cursus, et qui permettent de voir, selon les éléments qui sont travaillés, afin d'apprécier les niveaux de maîtrise et de voir comment ça peut évoluer au cours des 3 ans, de manière à pouvoir le positionner lors de la dernière année. En conclusion, des programmes beaucoup plus ouverts, 9h15. Des programmes beaucoup plus ouverts sur l'EPS, mais aussi sur les autres disciplines. C'est une EPS plus ouverte, mais une EPS aussi qui doit s'ouvrir aux autres disciplines, mais beaucoup plus exigeant en termes de conception. Ça, c'est clair. Avant, si je reprends la notion de compétences attendues et la logique de programme 2008, vous aviez des compétences attendues, les points d'arrivée qui étaient fixés par les programmes, le travail de conception des profs. Il s'agissait essentiellement de concevoir des tâches, agencer les tâches en fonction bien sûr des caractéristiques des élèves, pour permettre aux élèves d'atteindre ce niveau 1, ce niveau 2 de compétences. Et en plus, un référentiel, qui était assez cadré, qui était donné au niveau national, pour évaluer l'élève. Après, il vous restait à construire les outils d'évaluation, mais le cadre, il était donné avec des barèmes, tout ça, c'était donné au niveau national. Ici, maintenant, la compétence attendue, elle n'est plus donnée. C'est à vous de la formuler. De la formuler, on l'a vu, en prenant en compte différents éléments. Bien sûr, les compétences générales qui sont un peu plus structurantes dans votre enseignement, dans votre établissement. Les attendus de fin de cycle aussi que vous allez travailler de manière plus spécifique à travers cet APSA. Les éléments structurants des APSA, il ne s'agirait pas non plus d'inventer des compétences attendues qui n'aient plus aucun rapport avec la pratique que vous enseignez. Et puis aussi l'expérience à vivre des élèves. Donc, quelque chose qui n'est pas forcément aussi facile, mais bon, il y aura certainement des publications professionnelles, il y aura aussi de la matière pour alimenter. La possibilité aussi de formuler des compétences qui soient plus intégrées et moins juxtaposées, c'est-à-dire que quand on reprend les compétences 2008, c'était déjà un premier pas, mais vous aviez bien souvent, en plus il y avait le système des couleurs, tout ce qui était plutôt de l'ordre de la composante motrice, la composante méthodologique, c'était 2 phrases, voilà, je fais ça et je fais ça. Donc il y a quand même possibilité, je crois que c'est un travail qui a été fait dans l'académie, dans les formations, mais d'essayer de formuler des compétences qui intègrent cette dimension-là. Si je prends l'exemple du tennis de table, dans une compétence attendue de fin de cycle 3, dans une forme de pratique jeu tout en coup droit, avec l'aide d'un coach, rechercher le gain de match en reconnaissant et exploitant des situations favorables pour rompre l'échange le plus souvent possible avec un coup bonus
Donc là, en fait, ça répond bien aux attendus de fin de cycle, sauf la notion d'engagement, mais qui n'est pas forcément pertinente à travailler en tennis de table. Et on voit bien qu'avec l'aide d'un coach, puisque après la situation qui est proposée derrière d'évaluation, c'est on est par deux, par équipe, je ne vais pas rencontrer mon partenaire, hein, c'est vraiment mon équipier, c'est mon coach, on a des temps morts, on se conseille, donc vraiment ce méthode et outil pour apprendre, la notion aussi de coopération et le coût bonus qui est aussi sur l'exploitation stratégique, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais des compétences qui soient plus articulées. Il y avait déjà eu quand même un premier pas de fait avec les compétences 2008, mais là, il y a peut-être possibilité aussi, en s'appuyant sur les acquis professionnels de 2008, de faire un nouveau pas en avant. Et puis après aussi, penser, et ça c'est aux équipes enseignantes, voir comment on va évaluer cette compétence APSA. Jusqu'à présent, c'était quand même par rapport aux composantes de la compétence. Hein. On avait, dans les référentiels, il y avait 8 points sur voilà, l'efficacité ceci, 4 points le rôle de coach, 4 points ceci. On peut toujours fonctionner comme ça, rien ne l'interdit, avec les fameux attendus de fin de cycle, hein, vous avez vu, il y en a un qui renvoie plus à la composante motrice, les autres plutôt à la composante observation, méthodologique, enfin, ils sont un peu structurés comme ça, donc vous pourriez reprendre cette même logique en mettant tant de points là, tant de points là, tant de points là, en sachant que moi je vous engage quand même à porter de l'attention, enfin, plus de points sur ce qui est de l'ordre de la composante motrice, comme c'était avant. Ça peut être une première manière de penser l'évaluation, ça peut être aussi par rapport à des classes de situation, parce qu'on dit souvent la compétence, c'est la capacité aussi à m'adapter à des catégories de situations. Ben, penser aussi la compétence en relation avec les situations qu'elle me permet de résoudre. Oui, bon, ça se fait, hein, sur des parcours d'orientation, voilà, quel niveau je suis capable aussi de... Quel niveau de difficulté, quel type de poste je suis capable de trouver. Ou par rapport au mode de relation entre les différentes composantes de la compétence. On dit souvent, oui, la compétence, c'est pas plus, c'est un tube. Enfin, ce qui fait la compétence, la notion de complexité, c'est des relations qu'entretiennent les différentes composantes de la compétence. Donc, voir s'il n'y a pas possibilité, à un moment donné, de se creuser la tête pour évaluer aussi la nature de ces relations. Si je suis en orientation, se dire, tiens, effectivement, le coureur, il alterne entre le rôle de coureur, d'orienteur, et voir si un niveau 1, c'est, je suis d'abord orienteur, coureur, orienteur, mais c'est vraiment deux activités qui sont séparées, et puis à un moment donné, où je suis à la fois orienteur et coureur, où je suis capable de m'orienter en même temps que je lis. Donc voilà pour la compétence. Donc en conclusion, et là c'est vraiment la conclusion, ces programmes EPS 2015, ils ne vont pas changer la nature même de l'enseignement. On enseignera toujours les APSA, on mettra toujours en place des situations. Mais ce n'est pas non plus qu'un vernis, c'est-à-dire que ça engage quand même à penser son enseignement avec des enjeux, et les enjeux qui sont portés par la réforme du collège. Un enseignement inclusif, donc qui s'adresse à tous les élèves, un enseignement qui développe les valeurs, on va dire citoyens, un enseignement qui permette à tous les élèves aussi de se construire un projet de vie, ouvert vers le futur. Et effectivement, ça doit aussi quelque part se retrouver dans les pratiques, dans les formats d'intervention, quel type d'activité j'ai en tant qu'enseignant, comment je m'adresse aux élèves, ce que je leur propose, mais également aussi comment je les organise. C'est ce qu'on a essayé un peu de faire dans les documents ressources, mais effectivement peut-être trop mal, enfin trop dense, et puis c'était pas explicité. C'est peut-être pas le bon lieu pour le faire, enfin, il faut peut-être le faire pas sous forme de tableau, mais sous forme de texte. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça va se faire, et il faut que ça se fasse si on veut vraiment que ça prenne et que ça commence à, comment dire, que les choses soient ancrées avant de pouvoir les bouger aussi facilement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et on passe à la dernière phase.